C'est encore mieux. C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue à Retour aux sources. Ce soir, nous vous présentons une séance de mise à jour sur le nano-coating. Donc, c'est un enseignement qui a été fait au départ par Armen, qui a été revu par Jean-Jacques et traduit aussi par Hassan. Jean-Jacques a remanié un petit peu la présentation pour la mettre selon sa compréhension et vous la réexpliquer aujourd'hui. Nous sommes le samedi 3 août 2019. Je laisse la parole à Jean-Jacques et vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une mise à jour sur le nano, bien sûr, d'après le document que je vous ai montré la semaine dernière, rédigé par Armen, mais qui me semblait ne pas apporter les réponses que j'attendais et que vous attendiez. Donc je vais vous partager l'écran. Ah, il faut quitter le partage. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le document? Non. Pas pour l'instant. C'est OK. OK. Bien, donc aujourd'hui, il s'agit de la compréhension du processus de nano-coating, c'est-à-dire lorsque l'on présente un bac pour noircir les plaques de cuivre. Donc, c'est ce qu'on appelle le nano-coating. Donc, ça peut être avec des plaques de cuivre ou des bobines. Donc, je rappelle que c'est d'après le document d'Armen de la semaine dernière que Hassan avait donc traduit. Lorsque l'on fait le nano-coating, on va donc regarder les éléments qui sont en cause, qui sont placés dans le bac. Et pour réaliser le nano, nous avons besoin des éléments suivants. Un grillage en fer zingué ou le grillage à poule. Fer zingué, c'est FeZN. On a besoin de soude caustique, NaOH, de l'eau bouillante, H2O à une température de 100 degrés, des plaques de cuivre, Cu, et un conteneur en PVC. Je vous rappelle que le PVC, quelle que soit sa forme ou sa constitution, il est à base de liaison carbone et hydrogène, CH. Là, je vous ai mis simplement les liaisons de base, mais bien sûr, c'est un polymère, donc c'est CH de façon plus complexe. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir qu'il est à base de carbone et d'hydrogène. C'est ça qui est très important à retenir. Maintenant, voilà la question que l'on doit résoudre. L'enrobage nano est-il une conversion du cuivre en carbone 14 en structure 3D ou 60, qu'on appelle le fullerène, de structure cyclique, c'est-à-dire que les carbones sont en cercle. L'enrobage, au contraire, provient-il du transfert de carbone vers la plaque de cuivre, un peu comme une galvanisation? Je mets galvanisation entre guillemets, bien sûr. Ce carbone transféré provient-il d'un assemblage d'une certaine quantité d'éléments hydrogène? Donc, on a trois questions à résoudre. Donc, on a trois possibilités pour savoir comment est constitué, comment se constitue le nano. On va déjà étudier l'action de la soude caustique NaOH sur H2O, l'eau chaude. Avec la soude, il y a deux types d'actions possibles. Le premier cas, c'est on ajoute de l'eau sur la NaOH. À ce moment-là, on obtient une réaction exothermique violente, au même titre que si on jette du sodium, Na, sur de l'eau. On a à ce moment-là de l'explosion. Donc, c'est la présence du sodium qui provoque la réaction exothermique de chaleur violente. Le second cas, à l'inverse, on verse la NaOH, la soude caustique, sur de l'eau. À ce moment-là, on n'a pas de réaction de chaleur et on obtient de la soude ou de la lessive. Dans notre cas, seul le premier cas est utilisé dans le processus de nano des plaques de cuivre ou des bobines. Donc, reprenez bien, c'est de l'eau versée sur la NaOH. Donc, dans tous les processus de nano-coating, il en sera ainsi.
Maintenant, on va étudier le premier cas de l'eau sur la NaOH. La formule chimique, c'est NaOH plus H2O, se décompose, c'est une sorte de fracture, de cracking, en Na plus H, hydrogène, plus O, oxygène, plus un dégagement thermique de chaleur extrêmement importante et instantanée. Donc ça se produit comme réaction instantanément avec une violente réaction de chaleur qui va donc casser la molécule avec une libération importante d'hydrogène, élément 1H, plus de l'oxygène. On est alors en présence d'un plasma vapeur d'éléments séparés, Na, H et O, sodium, hydrogène et oxygène. Le contact de l'hydrogène sur l'oxygène produit une violente chaleur qui va oxyder le cuivre. L'oxyde est donc du CuO de couleur noire. Donc on a une première hypothèse. Pourquoi utiliser à ce moment-là un grillage à poules? On pourrait penser que le grillage à poules peut participer au processus de nanocoating. La composition du grillage à poules, c'est-à-dire du fer plus du zinc, qu'on appelle le fer zingué. Le fer est un élément magnétique sur Terre. Les impacts de foudre produisent un très haut voltage et lui confèrent donc son magnétisme. Par conséquent, on utilise comme agent conducteur de courant lors de la polarisation avec le voltmètre. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont un petit peu novices dans la technologie, une fois qu'on a réalisé le nanocoating de façon complète, que les plaques sont bien noircies, eh bien, on met en contact le voltmètre sur 200 mA. Le voltmètre donc délivre un mini courant et ce courant va traverser les plaques de façon à ordonner les particules nano, de façon à ce que le courant plasma puisse traverser les différentes couches sans obstacle. Puisqu'au départ, le nano est constitué de particules de carbone de façon désordonnée. Le problème, c'est mais en quoi intervient-il ce fer dans la réaction plasma par lui-même, si c'est le cas? Si on résume maintenant les éléments en présence, donc pour ceux qui démarrent, qui démarrent dans la technologie, on a donc un bac en PVC, on a notre fer zingué qui se trouve, j'ai oublié de le faire figurer sur l'écran, sur l'image. On a un fer zingué, si vous suivez bien ma flèche ici, qui se trouve ici. Pardon, le fer zingué est ici, pardon, autant pour moi. C'est le fameux grillage à poules qui est au fond du bac, un petit peu posé comme sur un trépied, de façon à ce qu'il ne touche pas le fond du bac. Au fond du bac, on verse notre soude sous forme de cristaux, soude caustique sous forme de cristaux. On a nos plaques de cuivre brutes qui sont suspendues dans le bac. Là, j'ai figuré des plaques, mais ça peut être aussi des bobines, ça peut être des fils, n'importe quel matériau en cuivre brut. On a le couvercle qui est prêt à être positionné pour fermer complètement le bac. On va verser de l'eau bouillante et immédiatement, on ferme le bac de façon à ce que la réaction exothermique se produise sous forme de vapeur intense, instantanée. Et ça, c'est le processus qui va engendrer le noircissement des plaques, donc le nano. Le problème, c'est est-ce que le cuivre, dans un premier temps, le cuivre n'est jamais attaqué par la soude. La soude caustique, c'est l'hydroxyde de sodium, NaOH. De même que l'or, l'argent, le cuivre, le fer également ne sont pas attaqués par la soude caustique. Je vous redonne ici un petit tableau qui résume bien que vous mettez de la soude caustique sur le fer, il n'y a pas de réaction. Le bilan énergétique, le bilan chimique est nul. Même, par contre, le zinc, lui, est oxydé par la soude caustique avec une importante émission, dégagement d'hydrogène. L'aluminium, même chose. C'est pour ça que dans le nanocoating, on mettait un petit peu d'aluminium de façon à améliorer la réaction exothermique avec libération d'hydrogène. Par contre, le cuivre, lui, n'est pas attaqué par la soude caustique.
Donc, le noircissement des plaques ne provient pas, a priori, de l'action directe de la soude caustique sur le cuivre. Jean-Jacques, s'il te plaît. Oui. On doit attendre la fin ou on peut t'interrompre si on a une question? Non, alors, oui, je voulais dire, il y a des gens la dernière fois qui n'ont pas osé poser de questions. Donc, nous sommes tous a priori au même niveau, surtout dans le cours que je donne aujourd'hui, où il y a beaucoup de notions de chimie. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un incompris. Je vous rappelle que le mental a horreur de l'incompris. Donc, si Non, je veux bien t'interrompre si tu le permets. vous allez dans la confusion, donc n'hésitez pas. Je t'écoute, Je veux bien t'interrompre, oui. Dis-moi, on dit donc que la soude caustique n'a pas d'interaction sur le cuivre. Oui. Moi, je dirais qu'il n'a pas d'interaction sur le cuivre qui moléculairement n'a pas été transformé. Mais là, on est en présence, dans ton bain de vapeur que tu viens de présenter, d'un cuivre qui, au niveau moléculaire, atomique même, a été transformé en anneau de par le choc thermique qu'il a eu au préalable dans le premier bain. Non. Là, a priori, si on suit dans le domaine de la matière, le cuivre n'est pas altéré par la soude caustique, même dans le premier bain. Non, il n'est pas altéré par la soude caustique. Ce n'est pas la soude caustique qui engendre la transformation atomique, c'est le choc thermique. De même que pour l'engendrer une compression très forte. Pour avoir une transformation atomique. Oui, non, là, si on suit les lois de la chimie dans le domaine de la matière, le cuivre ne réagit pas, il y a une thermique. Oui, mais j'ai pas su m'exprimer clairement. Dans le premier bain de vapeur, pardon, dans le premier bain avec le choc thermique dû à l'eau bouillante versée sur la soude caustique, d'accord? Oui. On crée une montée en température très très puissante, très forte et très haute. Et pour moi, ce point de vue-là est très important parce que c'est là qu'on commence à déstructurer le cuivre. Non. Pas la soude qui le déstructure, hein, entendons-nous bien. Non. Le choc thermique. Non, justement, le premier bain, justement, il ne se passe rien sur le plan de la Pourquoi? chimie. Parce que le cuivre ne réagit pas avec la soude caustique, le bilan est nul. Je redonne la question, ce n'est pas la soude caustique qui transforme le cuivre pour moi, qui l'altère. Ni la chaleur, parce que là, si tu veux, l'action de la NaOH avec l'eau, il n'y a pas de réaction thermique. Mais avec n'importe quelle, pour moi, matière qui subit un choc thermique violent ou alors une compression, une pression violente, va avoir une transformation atomique. On est bien d'accord avec ça? On peut avoir une oxydation. Moyen de passer de l'état de la matière à l'état de nanomatière. C'est la compression ou la chaleur violente, puissante, le choc thermique donc. Oui, mais avec le cuivre, il n'y en a pas. Un choc thermique n'engendre pas sur le cuivre une transformation atomique. Non, justement. Pourtant, il noircit un peu pendant le premier bain. Non, il ne noircit pas du tout. Il noircit pas du tout dans le bain. Il subit le choc thermique au niveau, pour moi, atomique. C'est là qu'il y a la transformation. C'est pour ça qu'après, il est une matière atomique. Il n'est plus une matière stable. Et donc, c'est pour ça qu'avec la vapeur, c'est là qu'il peut se produire justement l'échange. Pour moi, je le vois comme ça. Alors, jusqu'à preuve du contraire, hein, dans les lois de la chimie, minérale, de la physique-chimie actuelle, il n'y a pas d'action de la soude caustique chaude, avec l'eau chaude, sur le cuivre. Et ouais, mais moi, c'est pas la soude. Ça pourrait être n'importe quel choc thermique, tu vois. Ça pourrait être un choc thermique violent ou en laboratoire, une compression violente sur un élément stable. On le rend instable, on le passe en anneau grâce au choc ou à la pression, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la soude. La soude serait le moyen, enfin, le choc thermique à la soude serait le moyen de déclencher sur le cuivre une transformation atomique. Tu vois, c'est pas la soude, c'est le choc thermique. Non, mais on est bien d'accord, hein, c'est pas la soude, c'est le choc thermique de l'eau chaude, de l'eau sur la soude. Hein. C'est ça, voilà. C'est lui qui déclencherait cette transformation moléculaire et ensuite, il deviendrait nano. Donc, quand on le passe en bain de vapeur, c'est là qu'il peut justement être transformable parce que c'est plus du cuivre à l'état de ton tableau. C'est du truc cuivre nano-transformé. Moi, je le vois comme ça. Vraiment, pour moi, les deux sont hyper importants. Le choc, dans un premier temps, pour le transformer et le bain de vapeur, dans un second temps, pour qu'il puisse échanger avec la vapeur qui, elle, est nano-transformée puisqu'elle a subi le choc aussi avec la soude et le zinc.
et le cuivre qui lui-même est nanotransformé. Et c'est là que ça échange. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, ça serait à vérifier, mais a priori, si tu regardes bien la NaOH avec l'eau chaude, il y a bien une libération d'hydrogène. Donc, il y a bien effectivement une cassure de NaOH qui se décompose en sodium, en oxygène et en hydrogène, mais pas avec le cuivre. Avec le zinc, oui, il y a un dégagement d'hydrogène, il y a une libération, il y a une fracture de NaOH et qui donne de l'hydrogène plus un oxyde complexe de zinc. Même chose avec l'aluminium, il y a un oxyde qui se produit. Même chose avec le fer, quoique le fer, la réaction est un petit peu plus complexe. Hein. Donc, Ça, je suis d'accord avec toi. non, Ça, je suis d'accord autant avec le fer, il se produit une réaction, une fracture, donc on obtient quelque chose avec le fer. Bien que là, j'ai marqué qu'il ne se produisait rien avec la soude, il existe une façon de faire un petit peu particulière où on peut effectivement commencer à oxyder le fer. Alors que dans le cuivre, il n'y a aucune réaction, il ne se passe rien. Moi, j'aimerais savoir sur un tableau chimique, alors, je ne sais pas si on a la réponse, mais qu'est-ce qui se passe avec du cuivre qui est soumis à un choc thermique? Ben, rien, justement. Sur les molécules. Pourquoi rien? Ben, parce que c'est comme ça. Voilà. Parce que sur le tableau, c'est pas marqué cuivre, NaOH avec choc thermique, c'est marqué cuivre et NaOH. Si, cuivre plus NaOH, bon, c'est sous-entendu plus NaOH avec de l'eau. Hein. Il ne se passe rien. Soumis à un choc thermique, il ne se passe rien. Ben oui. Quand on fait un nano-feu, par exemple, sur du cuivre, il est soumis donc à un choc thermique avec la flamme du chalumeau, là, je ne sais plus comment on appelle ça, la lampe à brûler. Et pourtant, il va quand même changer de couleur parce que Ouais, mais la couleur. avant de devenir noir. Alors, avec la flamme, il y a une oxydation qui se produit avec l'oxygène. Hein, donc, c'est une oxydation. D'accord. Et si on le passe dans un four, c'est pareil, il va changer aussi. Donc là, avec la soude, on pourrait s'attendre, avec la soude et l'eau, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une oxydation, ce qui ne se produit pas avec le cuivre. Alors, Merci pour ta réponse, Jean-Jacques, mais quand même, moi, je laisse le doute. Quoi. Avec ce choc thermique, je suis persuadée que ça le transforme. Mais je ne alors suis pas physicien. comment dire, si on met de l'eau chaude sur la soude, c'est bien pour créer le choc thermique. On est bien d'accord. Hein. Ça, moi, je suis d'accord. Et c'est ce qui va engendrer la transformation atomique du cuivre. Non pas la soude, mais le choc thermique. Bah, oui, mais c'est une question de langage. Hein. Si tu Ah non, mets des grains de soude, il ne se passe rien. Ça, c'est sûr. Mais si tu verses de l'eau, il ne se passe rien non plus. Le bilan de la réaction dans la chimie matière, il ne se passe rien. Mais pourtant, reste à savoir si ce tableau, c'est avec de l'eau chaude, quoi. Ou si c'est l'altération de la soude, enfin quoi que si tu le verses l'eau dessus. C'est pas marqué qu'il y a de l'eau versée dessus, là, dans le tableau. Non, là, c'est pas marqué, mais on est bien d'accord que c'est, si vous revenez à ce que je vous ai mis avant, hein, ce qui est important, c'est la réaction exothermique. Hein. Oui, mais alors là, ta réaction exothermique, elle n'est pas dans la soude qui monte à haute température. Les plaques sont suspendues en l'air. Tu vois? Et il ne se passe rien. J'ai sauté un petit peu les étapes, hein, mais on est bien d'accord que c'est la réaction exothermique déclenchée par le sodium au contact de la libération de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont libérés. Les deux, au contact de l'un de l'autre, produisent la réaction exothermique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction exothermique qui crée ce fameux choc, le choc thermique. Oui, mais les cuivres, pour moi, là, elles ne sont pas dans le choc thermique, elles sont dans le bain de vapeur. Les plaques de cuivre, tu vois. Oui, je les ai présentées comme ça, mais bon, il y a deux étapes. Hein. Elles sont d'abord à plat, dans un premier temps, avant d'être suspendues pour être dans la vapeur. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment cette première étape qui permet que ça se passe autrement dans cette étape-là, dans la deuxième. Alors, il est possible que tu aies raison. C'est pour ça que pour moi, le nano à froid où tu n'as pas de choc thermique, pour moi, c'est pas bon. Mais après, ça n'engage que moi également. Non, alors, tu n'as pas tort dans la question que tu poses. Hein. Maintenant, après, c'est comment on passe d'un cuivre. Les questions vont être posées au fur et à mesure de l'exposé. Comment on passe du cuivre à du carbone? C'est ça la question. Exact. En tout cas. Donc là, le résumé de ce que je vous disais, donc le cuivre plus la NaOH plus la H2O, contrairement à l'action précédente,
l'ajout d'eau donne un oxyde complexe qui est du sodium tétrahydroxocuprate. La masse de cet oxyde est extrêmement importante. Par conséquent, cette action s'ajoute à celle du zinc sur la soude caustique. En tout cas, c'est clair, quand on met le zinc et quand on ne le met pas, ça fait des choses différentes sur le nano. Moi, je le vois et je le sens. Tout à fait. Hein. Mm. Voilà, donc si on ajoute de l'eau, eh bien, on va obtenir un oxyde complexe. Donc, ça répond à ta question. Hein. Malgré tout, il existe un procédé où effectivement le cuivre peut être oxydé avec la NaOH et l'eau. Donc, le choc thermique va donner un sel complexe. Voilà. Bien que tout à l'heure, je vous ai dit ici que on n'avait pas de réaction. Il existe un procédé malgré tout qui permet d'obtenir un oxyde complexe avec l'action de la NaOH et de l'eau sur le cuivre. Ça, c'est pour répondre donc à ta question, Corinne. Merci. D'accord? Oui, voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Cu, H4, Na2 et 4 oxygènes. Donc, si on cumule l'ensemble des masses atomiques, on arrive à 140 et quelques. Bon, la masse atomique est extrêmement importante. Donc, si on regarde bien le tableau, le fer peut également, avec la soude caustique, par un certain procédé, se dégrader en oxyde. Le zinc, pas de problème, il va se dégrader. On va obtenir un oxyde complexe des NNOH 4 fois. L'aluminium, même chose. Donc, ce qui nous importe, c'est la libération d'hydrogène. Là, ici, on a libération aussi d'hydrogène. Et même chose pour le cuivre, on a libération d'hydrogène. Donc, la première conclusion, c'est que la soude caustique sur le fer n'entre pas en jeu dans la création du graphène, sauf à savoir un procédé un petit peu complexe, donc on peut le mettre sous réserve. Mais a priori, dans la chimie classique, on n'obtient rien avec le fer. Par contre, l'action de l'eau chaude sur le fer va produire une oxydation du fer, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 fois Fe plus 4 molécules d'H2O chaudes, va donner un oxyde complexe Fe3O4. C'est l'expérience qui a été réalisée par Lavoisier en 1800 des poussières. Je n'ai plus la date exacte. Donc, si la soude caustique n'agit pas sur le fer en tant que tel, la réaction thermique de l'eau chaude sur la soude agit par conséquent dans nos bacs de production de nanocoating, et on ne doit retenir que la production d'hydrogène par action d'eau chaude sur le fer, et non pas celle de la soude caustique en elle-même. Donc là, on est a priori dans une action différente de celle du zinc et sur le cuivre, parce qu'en fait, c'est quand on verse de l'eau chaude, ce n'est pas la réaction exothermique qui produit l'oxyde de fer, c'est simplement l'action de l'eau chaude sur le fer directement. Donc, tout cet exposé va vous donner un petit peu toutes les hypothèses pour essayer de comprendre comment se crée le carbone. Alors, si on utilise de l'hydrogène normal sans ionisation, ça, c'est une assertion qui émane d'un dépôt d'un brevet de M. Kesch qui précise ce qui suit. Il indique la nécessité d'utiliser de l'hydrogène ionisé, mais pas de l'hydrogène naturel, dans le processus de chauffage d'un gaz à l'état de plasma. Cela ouvre donc une nouvelle approche dans le développement de systèmes où l'hydrogène naturel et l'hydrogène atomique peuvent être utilisés pour générer de l'énergie et des courants en utilisant des rayons ultraviolets extrêmes plutôt que des rayons ultraviolets pour créer l'ionisation. Donc, ce sont des rayons ultraviolets avec la plus haute, le plus haut niveau d'énergie, la plus haute longueur d'onde. Voilà. Ou la longueur d'onde la plus courte, plus exactement. Donc, on est presque à la limite des rayons X. Donc, ce qui est important, c'est de retenir qu'on a chauffé un gaz
à l'état plasma. Or, on vient de voir dans tous les procédés, dans toutes les assertions précédentes, qu'on avait libération d'hydrogène. Et donc cet hydrogène, il est possible qu'il puisse être ionisé et qu'il y ait une émission de rayons ultraviolets lors du processus de nanocoating, lorsqu'on verse la soude, etc., avec l'eau chaude. Donc c'est peut-être une hypothèse à retenir. Maintenant, en l'état de mes connaissances et de la compréhension, je ne sais pas, ça il faudrait voir avec des chimistes ou des physiciens, si dans le processus de nano des bacs, est-ce qu'on a émission de rayons ultraviolets, par exemple avec de l'hélium ou de l'hydrogène. Dans ce cas-là, on pourrait à ce moment-là avoir la production de carbone grâce, je vous l'ai donné la semaine dernière avec le tableau atomique, à l'utilisation de ce qu'on appelle les gaz rares qui permettent de passer d'une ligne du tableau atomique à une autre ligne du tableau atomique. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors, je vais essayer de vous retrouver. Est-ce que vous vous souvenez du tableau atomique, du cours sur le tableau atomique? Moi, je m'en souviens, mais je n'ai pas retenu tout. Hein. Enfin, j'ai pas retenu les chiffres, en fait. Mais je me souviens. Alors, ce qui était important de retenir, c'est qu'on avait carbone, hydrogène, oxygène, et je ne sais plus, et je crois que c'était du bore. Et ensuite, on avait le néon, gaz rare. Et puis après, on passait à la ligne suivante avec sodium, potassium, etc. Et au bout de la ligne, on avait l'argon. Donc, les gaz rares font le lien énergétique pour passer d'un élément à un autre élément atomique. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Oui, enfin, les gaz rares sont un lien pour échanger entre les atomes. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les gaz rares, déjà? Les gaz rares. Les gaz rares, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Lorsqu'ils sont à un niveau de compression particulier et en présence d'ultraviolets, ils permettent de libérer une énergie qui permet de passer d'un élément à un autre. D'accord. Et comme énergie, c'est quoi? C'est l'hydrogène? Pas spécialement. Non, c'est des transferts des passages de transfert de. Ah oui, sur les électrons, donc ils sont plus. Qui permettent de faire passer les électrons d'une couche à une autre. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ok, c'est bon. Merci. Voilà. En termes de description de l'atome, hein, d'accord? Oui, les électrons passent plus vite. On va retenir qu'on passe d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie. Donc, un élément plasma, si par exemple on peut passer du carbone, oxygène, hydrogène, on va passer ou de l'azote, on va passer vers le sodium, ensuite le magnésium et le potassium. Oui, d'où l'intérêt d'avoir un gaz rare, il va nous permettre les échanges, quoi. Voilà, tout à fait. Hein. Merci. C'est pour ça que lorsque Christian m'avait posé la question à un moment donné, et je n'avais pas encore rédigé cet exposé, donc ça c'était une remarque que je lui avais faite, je crois que c'est c'est Christian Marjolin ou Marc, je ne sais plus, et je leur avais suggéré de faire des gants sous les magraves, de les associer avec un tube néon. Par exemple, c'est une expérience à faire qu'il faudrait faire en laboratoire ou lors de la production d'un gans, de mettre un tube néon à proximité du bac de gans. Un tube néon en action, est-ce qu'on pourrait faire l'expérience dans un tube néon? Alors, voilà, l'idéal, ça serait dans un tube néon, voilà. Mais pas branché peut-être parce que. Voilà, après, si vous ouvrez le tube néon, le gaz va foutre le camp, hein, donc c'est difficile. Hein. Donc ça ne peut être fait que par des gens qui possèdent de quoi réaliser des tubes néons ou des chambres à compression hermétique. Et en plus, il faut créer un léger vide et il ne faut pas que la quantité d'hydrogène soit trop importante. Ça peut exploser? Voilà, donc c'est peu d'hydrogène dans une chambre à vide. Hein.
Gigi, j'ai vu Pardon? une photo de la formation où ils testent des systèmes maggraves. Mais ils utilisent un néon en fait qui n'est pas branché. Ils l'approchent du magrave et le néon en fait il s'allume. Voilà. J'en ai parlé justement à Michael, je lui ai demandé de m'expliquer et qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il captait le champ électrique, je crois, quelque chose comme ça. On voit ça dans les antennes Tesla. Hein. Voilà, alors, donc c'est pas, en fait, on est toujours dans le plasma. Hein. En fait, c'est pas du champ électrique, c'est des émissions de rayons gamma ou bêta. J'ai une question, c'est que c'est vraiment pour personnel. J'ai l'ozone qui me revient beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il fait partie des gaz rares ou pas? Ou est-ce qu'il a un lien? L'ozone? Oui. Oui. Ok, d'accord, merci. Alors, donc on revoit l'action de la soude caustique sur le zinc, sur le plan de la chimie dans la matière. Zn plus 2 fois NaOH donne Na2ZnO2, donc ça c'est l'oxyde, plus de l'hydrogène. Donc contrairement à l'action de la soude caustique sur le fer, sous réserve, l'action de la soude caustique sur le zinc provoque une libération directe d'hydrogène. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la conclusion pour l'instant de tout ce qu'on vient de voir, c'est que l'action combinée de l'eau chaude sur le fer, l'action directe de la soude caustique sur le zinc libère toutes les deux de l'hydrogène gazeux, H2, ou du plasma H, l'oxydation du cuivre par action exothermique de l'hydrogène sur l'oxygène. Donc on résume ça sous forme de schéma. Le fer plus l'eau chaude donne un dégagement d'hydrogène. L'action de la soude directe sur le zinc donne également de l'hydrogène. Et l'oxyde complexe, le cuivre, plus la soude, plus l'eau, va donner un oxyde tétra et de l'oxyde CuO. Donc il y a deux oxydes. Sachant que l'oxyde, donc c'est une réaction un petit peu complexe, j'ai écourté, le CuO va se transformer au cours de la réaction. Donc, c'est pour ça, Jean-Jacques, qu'on a souvent notre soude qui devient bleue. Oui. En rapport avec le tritium? Alors, oui, puisque ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a beaucoup de libération d'hydrogène, donc on doit passer par des phases certainement de deutérium, certainement de tritium. Ok, merci. Je mets ça sous réserve. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir là pour l'instant, pardon, excusez-moi, je reviens, voilà. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on a une libération très importante d'hydrogène dans plusieurs cas de figure. Alors, la première déduction de ce que l'on vient de voir, c'est que sur le plan de la matière, le cuivre ne se dégrade pas en carbone. Le cuivre ne se dégrade pas non plus en graphène ni en fullerène. Alors, il peut exister un autre processus expliquant la formation de carbone 14 ou de fullerène carbone 60. Quand je dis carbone 60, c'est un isotope du carbone. Le fullerène ayant la propriété d'être sous forme de 3 dimensions. Alors que le graphène, lui, est sous forme de couches. Il est en 3D, mais sous forme de couches plates. Mais au total, ça forme une agrégation en volume, une épaisseur. Donc cette formation provient d'un transfert d'énergie vers les plaques de cuivre, un peu comme une sorte de granulation du carbone, qui se déposerait sur le cuivre étant un attracteur. Puisque le cuivre est conducteur, donc le cuivre peut éventuellement attirer le carbone. Le tout est de savoir d'où vient ce carbone. Donc l'objet de ce cours, c'est d'essayer de voir comment on passe d'un certain métal ou d'une certaine production d'énergie pour obtenir des molécules ou du plasma carbone.
Alors, comment cette quantité d'hydrogène donne-t-elle du graphène sp3? sp3, c'est en rapport avec les couches énergétiques des électrons. Donc, dans le graphène, il y a davantage d'électrons sur une certaine couche électronique autour de l'atome. Donc, l'hydrogène, a priori, pourrait donner n'importe quel matériau plasma, puisque H est le constituant plasma de n'importe quel élément du tableau périodique. Je vous rappelle que lorsque j'ai fait le cours sur le tableau atomique, je vous ai montré que le carbone, c'est 6 protons et 6 neutrons. On pourrait dire que, étant donné que l'hydrogène est l'élément de base, la plus petite unité d'énergie, on pourrait dire que le carbone, c'est 6 fois de l'hydrogène. Même chose pour le sodium. Le sodium, c'est 11. Eh bien, on pourrait dire que c'est 11 hydrogènes en termes de plasma. Alors donc, pourquoi on obtient du graphène à partir de tous les éléments qu'on vient de retenir? Comment de l'hydrogène, on obtient du graphène? Donc le graphène, c'est du carbone 14 ou éventuellement du fullerène 60. Donc comment on arrive, par quel processus on arrive à agréger 14 hydrogènes ou 60 hydrogènes? Selon Armen et M. Kesch, le conteneur du PVC ou en PVC serait l'apporteur de carbone et la condition d'environnement. Donc M. Kesch insiste toujours que c'est l'environnement, la condition que l'on a créée ou la condition dans laquelle on se trouve qui est extrêmement importante. Au même titre que nos ganses CO2, nos ganses de ZNO, nos ganses de CH3 procurent, par exemple, dans l'environnement des plantes, leur donnent un nouvel environnement qui va donc favoriser la croissance. Alors le PVC ayant une constitution à base moléculaire de carbone et hydrogène, ou de C et H sous forme plasma, la formule du polyéthylène est donc une chaîne de C2H4 répétitive. Donc il y a plusieurs carbones et plusieurs hydrogènes assemblés sous forme répétitive. L'unité de masse du PVC des bacs est 2 fois 12H, c'est-à-dire le carbone a une masse de 12, donc la masse du carbone c'est 12 fois H, plus on est ici on a les 4 H, donc ça nous fait donc un total de 28 H répété N fois, puisqu'on est dans une molécule complexe. Tout ça est bien sûr traduit en termes de plasma. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que notre bac de PVC contient énormément de plasma carbone et hydrogène plasma. Alors, ça c'est une observation que je fais, c'est que est-ce que nous avons utilisé notre âme depuis le début des années 2000, les plus anciens parmi nous, on a commencé en 2012. Est-ce qu'on a utilisé notre âme au même titre qu'on l'utilise à l'heure actuelle? A priori, personne n'a utilisé, à mon sens, son âme de façon adéquate, en toute conscience et avec une parfaite intention. On a tous fait du bricolage, on a répété un petit peu comme des robots les processus de nano. Mais on n'avait absolument aucune compréhension, donc on a répété quelque chose que nous ne comprenions pas parfaitement. Pourtant, on a quand même réussi à faire du nanoprocessus avec nos plaques de cuivre. Donc, ce qui implique, à mon sens, que notre âme n'intervient pas jusqu'à preuve du contraire. Moi, je ne suis pas d'accord. Pardon? Je dis, moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'il intervienne d'autre que l'âme? C'est ça pour te faire quelque chose, une erreur qui n'en sera pas une. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu veux que d'autres interviennent? Quand on construit une voiture, ce n'est pas le meilleur des processus. Bien sûr qu'on utilise notre intelligence. J'entends le processus de l'âme au sens de réaliser quelque chose pour le meilleur et non pas pour le pire. D'accord, je comprends. Hein, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Bien sûr que quand on construit une voiture,
En arrière-plan, on utilise notre âme, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment l'âme non, ou c'est plutôt notre structure émotionnelle, en fait. Oui, enfin, l'âme laisse faire l'émotion parce qu'on doit en passer par là pour pouvoir On peut, comprendre voilà, davantage, pour faire l'expérience en tout cas. voilà. Mais j'entends le processus de l'âme au sens, voilà, pour faire quelque chose pour le meilleur. Voilà. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on fait ça? Est-ce que l'intention sera bien placée dans le bon sens de la finalité en fait? Alors là, bien sûr que l'âme, elle laisse toujours faire même les pires bêtises. C'est ça. Ça Hein. amène à l'expérience. Voilà. Donc, pour moi, l'âme, elle ne fait que ce qui va dans le bon sens. Par contre, la Ça. structure émotionnelle, oui, elle fait ce qu'elle a envie et ce qu'elle peut. On peut voir comme ça, c'est bien. Oui. Hein. Donc, on peut, là, la remarque que je viens de faire, on peut mettre un petit bémol, si vous voulez. Bien sûr qu'en arrière-plan, l'âme, elle sait ce qu'elle fait, hein, mais pourquoi elle laisse faire les choses qui ne sont pas correctes? Ben parce que c'est les émotions, en fait, qui ont fait le travail. Voilà. Mais si l'âme n'était toute seule à faire l'intervention, elle n'agirait pas de cette façon-là. On est d'accord? Complètement. Hein? D'accord. Oui, je peux poser une question? Oui, Oui, si on remplace le bac de PVC par un bac de verre, oui. que se passe-t-il? Alors, a priori, je sais pas. Il faudrait faire l'expérience. Moi, je me suis posé la question. Effectivement, il faudrait essayer. Faire le nanocoating dans un aquarium, par exemple. Donc, je vous invite à faire l'expérience, la double expérience. Ne mettez pas vos bacs trop près l'un de l'autre, de façon à être sûr qu'il n'y a pas d'interférence. Mais je vous invite fortement à faire un nano dans un bac en verre. J'ai essayé de le faire dans un autocuiseur à riz. Dans un quoi? Autocuiseur à riz, tu sais, ces gamelles où tu fais cuire du riz là automatiquement. Oui, oui, oui. Alors, c'est quoi? Rice cooker. C'est en verre? Non, il était peut-être en alu, je ne sais pas. Et en fait, je l'ai fait fondre. Ça a passé au travers et ça a fondu. Ah bah oui, si c'est de l'alu, ça va être l'alu est attaqué par la soude caustique. Hein. Donc, à ne pas tenter. Non, non, ah oui. Même chose, lorsque vous prenez vos bacs en PVC, assurez-vous bien que c'est du PVC et non pas de la cellulose. Il y a des nouveaux bacs maintenant pour respecter les normes écologiques. Il y a des bacs qui ne sont plus en PVC. Donc, regardez bien ce que vous achetez. Hein. Alors moi, personnellement, j'ai déjà fait dans du verre. Alors, dans du verre, est-ce que ça marche? En tout cas, c'est noir. Bon. Je te donnerai la réponse réelle parce que là, j'ai un anneau spécifique pour faire une chose spécifique qui est dans du verre. Alors, par contre, j'ai mis, pour qu'il y ait une étanchéité parfaite, c'est comme un saladier en verre sur lequel repose un couvercle en verre. Comme l'étanchéité n'était pas parfaite, j'ai mis une feuille de cellophane. Alors, est-ce qu'elle contient du carbone? Ah bah, le cellophane, oui, il contient du carbone, il contient du CH. Hein. Voilà. Donc, voilà. voilà. Donc, Voilà. quand vous allez J'ai bien faire fait le votre travail. expérience, ce qu'il faut faire, c'est mouiller le verre avant de le poser sur le saladier pour assurer l'étanchéité. Oui, c'est aussi une possibilité, effectivement. Hein. Je voulais une étanchéité parfaite parce que là, je le laisse maintenant en mijotage, si tu veux. Oui. Il est en sud, il est en plein soleil. Donc, j'ai fait tout le protocole hein, avec Oui, oui, oui. les vapeurs, tout ce qui va bien. Et maintenant, il est tranquille au soleil dans le sud, toujours dans du vert, mais avec, entre les deux parties, si tu veux, le Oui. dessous et le couvercle, une feuille de cellophane pour une étanchéité parfaite, pour qu'il n'y ait pas d'évaporation, pour que ça reste bien humide à l'intérieur. Donc, il faudrait, bon, pour être certain qu'il n'y a pas d'intervention, ni colle, ni pas de colle PVC, pas de cellulophane PVC, de façon à être sûr qu'il n'y a que du verre, et puis bah, voir. Là, on n'est plus dans des conditions environnementales habituelles, et voir ce que ça donne. Est-ce que le nano, est-ce qu'on a la même efficacité? Ça, c'est à vérifier. Dans quel cas, dans cette hypothèse, si effectivement on a un anneau identique avec le PVC ou un anneau, eh bien, ça remettrait en cause cette notion d'environnement, à mon sens. Oui, enfin, l'environnement est, je pense, est toujours très important
pour quoi que ce soit. C'est de l'environnement que naissent les choses, à mon avis. Ouais, il ne faut pas jouer sur les mots, hein. L'environnement tel que je l'ai depuis le début, c'est bien le bac en PVC. Hein. Ouais, mais moi, je pense, honnêtement, que le carbone doit pouvoir traverser le bac, que ce qu'il soit en verre ou enfin, la molécule, enfin, le plasma peut traverser, à mon avis, l'énergie en tout On cas. est d'accord, puisque le carbone, on est d'accord, hein, Corinne. Ouais. Mais ça remet en cause la notion de dire que le bac PVC crée l'environnement. Non, enfin, il en crée un, certes, mais si le plasma ne prend pas dans le bac PVC, il le prendra ailleurs, même si c'est hermétique. Ça passera à travers, moi j'en suis sûre. Oui, mais la déclaration n'est plus la même. C'est vrai. Je suis d'accord. Hein. Alors, moi, j'aime bien être précis. Oui, je sais, c'est bien d'ailleurs parce que. Parce qu'après, effectivement, on peut toujours faire des pirouettes. Et donc, moi, je veux que ça soit précis. Hein. Voilà. Merci. Alors, dans le cours originel, donc, il était précisé que le fait que le bac conteneur soit constitué de liaisons carbone et hydrogène procure un environnement de conditions carbone et hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de discuter. La condition, on a déjà du carbone et de l'hydrogène. Donc il ne reste qu'une solution et hypothèse. Le carbone du conteneur donne la condition d'agrégation d'une certaine quantité d'entité à hydrogène sous forme de graphène sp3, puis se colle sur le cuivre qui est conducteur et attracteur de l'hydrogène. Donc je vous laisse relire bien cette proposition. Donc dans l'hypothèse où on retient que le bac PVC provoque la condition carbone et hydrogène, eh bien, cette condition permet d'agréger ou de fusionner ensemble une certaine quantité de plasma hydrogène sous forme de graphène sp3 en se collant sur le cuivre qui est, lui, attracteur de l'hydrogène. Ainsi, le carbone se crée par addition conditionnée au sens de la condition d'environnement, d'addition conditionnée d'entités hydrogène au nombre de 72 jusqu'au niveau fullerène carbone 60. Alors, j'ai mis 72 parce que c'est un multiple de carbone 14. Donc, si on raisonne en termes de plasma, vous vous rappelez qu'on passe successivement au niveau de l'âme par des multiples de 14. Vous vous rappelez de ce cours? Oui. Donc, on avait, à force d'additionner des carbone 14, on avait la création il y avait intervention de la silice, ensuite on avait des acides aminés, ensuite on avait le fer, etc. Mais pourquoi, alors moi c'est toujours la question, pourquoi on obtient du carbone sp3 ou du graphène et qu'on n'obtient pas un autre métal ou un autre plasma? Parce qu'on l'élément. Pourquoi carbone 14? Alors donc, est-ce que c'est la condition de carbone de départ et d'hydrogène qui dicte la condition de le bac va créer du carbone? Après, je suis désolée, je reviens un tout petit peu sur celle d'avant parce que ça me reste dans la tête et il ne faut pas rester avec un truc dans la tête. Quand tu me dis qu'il faudrait prouver que ça puisse passer à travers, enfin, je schématise vraiment, hein, c'est pas exactement ce que tu m'as dit, mais un peu. Alors pourquoi dans ce cas-là on ne doit pas mettre les bacs l'un à côté de l'autre? Pourquoi on ne doit pas mettre nos bocaux de ganse l'un à côté de l'autre s'il n'y a pas une interaction de champ et avoir de matière entre des bocaux fermés? Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi le carbone ne pourrait pas passer à travers pour rentrer, même s'il n'y a pas la condition carbone? Tout à fait. Non, mais je suis d'accord, Corinne. Ok. Mais c'est pas l'enseignement, ça n'a pas été dit. Voilà. Ouais, mais enfin, ça a été dit sans être approfondi, parce que ça avait été dit qu'il ne fallait pas les placer à côté. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de Ouais. pas être dans l'à peu près, de bien savoir quel est le processus exact qui déclenche la création de carbone. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce cours avec plein de questions, plein d'hypothèses,
on peut toujours dire que il y a du carbone à l'extérieur du bac, et donc on a une condition sur Terre de création de carbone. C'est pas pour contredire, hein, c'est vraiment pour essayer de comprendre ensemble, hein, que je pose ces questions qui m'interpellent. Parce que, bien sûr, on sait que dans la haute atmosphère, dans la ionosphère, l'oxygène. Bon. Gigi, on a perdu ton son, t'es coupé là. Pardon. Parfait. Mon...